Quelle douce folie tout de même que cette enquête. Au début de l'affaire des Moulins, il sembla clair à toutes et à tous que la folie avait gagné la modeste maison des Desmoulins. Mais comme toujours, cela est peut-être un peu plus complexe, non ? Peut-être que ceux qui nous paraîtront les plus fous se seront en fait débarrassés de leur prison de chair pour embrasser la vraie liberté de l'être, pour se séparer à tout jamais de la vraie et unique folie, celle de leur société malade, gangrénée, grotesque, dramatique. Tout comme cette tragédie en plusieurs actes que nous vivons à travers cette histoire. Oh, regardez qui voilà. Quand on parle de la folie, voilà qu'on y trouve ses garde-fous. À tout à l'heure, chers amis. J'espère. Voilà plus d'une heure que les Chénard et Walker de nos enquêteurs peinent sur les routes sinueuses et boueuses bretonnes. Chahutés de gauche à droite, ballottés par les innombrables nids de poules, nos enquêteurs auront mis plus d'une heure à rejoindre Brest, toujours sous une pluie battante et glaciale. Les événements de la morgue auront bouleversé les plans initiaux, et c'est après de nombreuses discussions bien animées que les enquêteurs de la Thomas Company auront décidé de repousser leur visite du bistrot chez Colette pour préférer un arrêt à l'asile de Brest afin de rencontrer Marie Desmoulins. Tout au long du voyage, M. de Jonzac aura été anormalement silencieux, bien que très agité. Est-ce l'adrénaline et la colère d'avoir vécu une scène aussi grotesque et bouleversante à la morgue ? Sans doute. Ou bien, il n'aura pas échappé aux autres que le notable aura passé son trajet à suer, à grandes gouttes, frissonner, marmonner aussi. Et surtout, à se gratter frénétiquement le cou. D'ailleurs, d'immenses plaques d'urticaire lui descendent jusqu'aux mains. Enfin, sans doute une extravagance de plus. Les détails les plus grossiers échappent toujours aux plus pressés. Ah, nous y sommes justement. Les voitures luxueuses pénètrent enfin dans la grande cour de l'asile catholique de Brest. L'immense bâtiment de plusieurs étages est aussi glauque et sinistre que le ciel breton. Les moteurs se coupent, les portières s'ouvrent, et les enquêteurs sont d'ores et déjà chahutés par les vents violents provenant de la mer. Henri-Joseph Rochereau prend un parapluie et descend lentement de la voiture, très silencieux également. Il grince légèrement des lèvres, encore à la fois énervé, vexé et également sous le choc. Il prend sur lui en se rappelant les enseignements de la Bible, en attendant le reste du groupe, debout, sous la pluie. Andrew sort à son tour. L'ambiance pesante qui règne dans l'habitacle commence à lui déclencher un début de claustrophobie. Il était temps. Il cherche dans sa poche de veste les pilules confiées par Peter, son ami, et en avale une, avant de rejoindre Henri. Andrew, tout en rejoignant le père Rochereau, sous la pluie battante, aura observé qu'au tout dernier étage du bâtiment, une silhouette frêle et petite les observe derrière un rideau. Un éclair zèbre le ciel, éclairant la fenêtre. Sans aucun doute, il s'agit de la silhouette d'une petite fille. Avant de sortir à son tour de la voiture, Jean-Emmanuel Pierre prend une dernière bouffée de sa pipe avant de l'éteindre. Une fois dehors, il s'avance droit vers la porte, sans prendre la peine d'ouvrir son propre parapluie. Monsieur de Jonzac sort également, faisant un effort pour afficher un air normal. Cette bâtisse lui paraît effroyable, mais après tout, pourquoi devrait-on faire des efforts architecturaux pour les fous et les rebuts de notre société ? Il cherche rapidement un endroit où se mettre à l'abri de la pluie. En sortant, tous auront tout de même aperçu le très élégant monsieur de Jonzac chanceler, puis se reprendre, ajuster son veston comme si de rien n'était. Sa mine fait cependant peur à voir. Il est blanc comme un linge et ses yeux sont totalement dilatés. Madame Claude et Andrew, plus perspicaces que jamais, sont les seuls à apercevoir, en plus de la silhouette au dernier étage, qu'à l'endroit où monsieur de Jonzac se grattait frénétiquement, en plus d'une plaque d'urticaire, il y avait une marque gonflée, légèrement rosée, comme un bouton. Non, deux petits boutons. Il est trop loin pour en savoir plus, mais il pourrait s'agir d'une petite coupure, d'une blessure, ou autre. Madame Claude, tiens, elle sort justement de la voiture, prend le temps d'ouvrir son parapluie et s'arrête un instant. Elle est inquiète du comportement de Jonzac durant le trajet. Elle ne l'a, pour ainsi dire, presque jamais vu aussi nerveux, et cette urticaire ne lui dit rien de bon. Mais surtout, elle est frappée par l'austérité du bâtiment, l'air lugubre qu'il s'en dégage, et par cette étrange silhouette qu'elle aperçoit par la fenêtre. Ne serait-ce pas la petite Marie ? L'espace d'un instant, une immense sensation de tristesse l'envahit, et un début d'angoisse lui étreint la poitrine. Assez vite, elle se ressaisit pour emboîter le pas à ses compagnons vers l'entrée du bâtiment.
Le premier arrivé devant l'immense porte en métal de la bâtisse est Jean-Emmanuel Pierre, qui manque de glisser sur les marches détrempées. La porte est fermée. Après plusieurs secondes, une grille en métal se relève brusquement, laissant entrevoir une bouche béante dans la porte. Depuis l'ouverture, les enquêteurs aperçoivent une vieille dame, une sœur, sans l'ombre d'un doute. Son regard est noir, glacial. Elle foudroie Pierre-Emmanuel, puis, après quelques secondes, dit « On ne reçoit pas de visiteurs. Bonne journée. » Et la plaque de fer se referme sous son nez. Le père Henri-Joseph Rochereau s'avance d'un pas assuré après être sorti de ses pensées et exige autoritairement « Ma sœur, je suis le père Rochereau. Nous ne sommes pas des visiteurs. Nous sommes ici pour la petite des Moulins. Veuillez nous ouvrir, je vous en prie. » Charmant accueil, à l'image de ce bâtiment, marmonne Andrew. Après quelques secondes à attendre, de nouveau, sous la pluie battante, la porte en métal claque et s'ouvre. La vieille femme leur fait face, stoïque. Puis, encore, après quelques secondes, reprend. « Je vous ai pris pour des journalistes. Bonsoir, mon père. Vous comprendrez que nous ne sommes jamais trop prudents. » Puis, elle les invite à pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Il y fait froid, le vent glacial s'engouffre partout. La vieille pierre suinte et une odeur infâme d'urine, d'humidité et de vieux potage flottent dans l'air. « Je le comprends très bien, rien de pire que ces journalistes, » reprend gentiment Henri-Joseph Rochereau. « Mon supérieur m'a prévenu de votre visite, monsieur Rochereau, mais je n'attendais pas autant de compagnons à votre suite, » dit-elle en toisant les autres. « Vous savez ce qu'on dit, aux grands mots, les grands remèdes. Dites-moi, combien de patients avez-vous actuellement dans cet établissement ?» reprend le père Henri-Joseph Rochereau en pénétrant dans le bâtiment et en invitant ses compagnons à faire de même. Pendant la discussion, Jean-Emmanuel Pierre, soucieux, regarde le groupe puis s'approche de Pierre-André et, en chuchotant, lui murmure « Ça va aller, l'ami. Tu as vraiment pas l'air bien. » Tout en marchant, la sœur reprend « Une bonne trentaine, mon père. La guerre fait les maux des hommes et les comptes de mes supérieurs. » Avec un soupçon de sarcasme dans la voix et légèrement irritée par cette série d'accueils peu chaleureux, c'est le moins qu'on puisse dire, Madame Claude glisse un peu plus que pour elle-même, et pas que des hommes si vous voulez mon avis. Et, ayant envie de sortir au plus vite de ce bâtiment qui sent peut-être pire que la morgue, elle interpelle. « Nous sommes là pour rencontrer la petite Marie Desmoulins. Pourriez-vous nous y conduire ?» Après un long moment où la vieille sœur aura toisé Madame Claude de la tête aux pieds en marquant de légers soupirs, elle reprendra. « Vous êtes là pour cela ? Je vous y conduis. » Alors que les enquêteurs s'apprêtaient à prendre un grand escalier tout aussi insalubre que le reste, un homme, visiblement perdu et en pleine démence, surgit du couloir et se jette au cou de Monsieur de Jonzac en hurlant « Mort aux bourgeois ! Je n'irai pas ! Je n'irai plus ! Mort aux bourreaux !» La sœur peine à retenir le bougre qui fait preuve d'une force exceptionnelle. C'est une voix grave, puissante, sévère et autoritaire provenant des escaliers qui va mettre fin à l'altercation. « Jacques, laisse ce gentil monsieur, il n'a rien à voir avec tout ça. Sois gentil, mon Jaco, » dit la voix. Il s'agit d'un homme, visiblement médecin, au charisme fabuleux, qui descend les marches du vieil escalier avec une grande prestance pour rejoindre nos enquêteurs. Il les salue tous chaleureusement d'une poignée de main puissante et reprend. « Docteur Ernest Broca, très enchanté de faire votre connaissance, ma sœur. Veuillez ramener notre petit ami Jacques à sa chambre. Tout ce remue-ménage a dû le fatiguer. Je vais poursuivre la visite pour nos chers amis de Paris. Enchanté, docteur Broca. » Et Henri-Joseph Rochereau marque un temps d'arrêt sur son nom. « Je suis le père Henri-Joseph Rochereau, reprend-il. Et voici mes collègues qui ont été dépêchés sur ce cas. Pouvez-vous nous faire rapidement un compte-rendu de vos analyses concernant la patiente Desmoulins ? Quel est votre diagnostic ? » « Enchanté, chers amis, enchanté. Bien évidemment. » Et il tend généreusement la main vers l'escalier pour les inviter à le suivre. « Nous avons reçu mademoiselle Desmoulins après sa longue garde à vue. Elle n'a montré aucun signe de violence ou de protestation et semble s'être très vite acclimatée à sa chambre. Elle s'est surtout prise d'affection pour la sœur Marie-Hélène, une gentille femme dévouée. Cependant, vous devrez faire grandement attention. » Il s'arrête, ajuste ses lunettes et tapote sur la redingote du père Rochereau avec son index d'un air assez condescendant. Mademoiselle Desmoulins cache très bien son jeu. Il s'agit d'une de nos patientes les plus violentes et des plus dangereuses, et la nuit, elle nous oblige à la sédation, tant ses crises de démence sont d'une extrême violence.
pour elle, comme pour les autres patients ou le personnel. La seule raison pour laquelle nous ne l'avons pas envoyée au niveau -1 est son jeune âge. Il s'arrête enfin, sort un paquet de cigarettes. « Vous fumez ?» Sous le charme du docteur, Madame Claude interrompt Henri lorsqu'il s'apprête à se présenter et le fait elle-même. « Madame Claude, vous êtes un rayon de soleil, docteur. Dites-moi, est-ce parce qu'il fait toujours si humide et si gris par chez vous que les gens ne sont pas rompus à un accueil chaleureux comme le vôtre ?» Le docteur sourit, prend la main de Madame Claude pour lui faire un baiser. « Me voilà charmé par tant de beaux parfums et de jolis mots, madame. Les Bretons ont la peau dure et l'humeur exécrable, en effet. Il me tarde de retourner à mon Alsace natale. »« Évidemment que vous n'êtes pas d'ici, cela va sans dire. Et tout à fait, je fume. Merci beaucoup, docteur, » reprend Madame Claude. Tandis que tous grimpent le vieil escalier, ils peuvent constater l'état déplorable des murs suintants, l'odeur toujours très persistante d'ammoniac et des cris lointains et étouffés, ainsi que la présence de nombreux insectes et de mouches. Ils arrivent enfin au dernier étage. Ce dernier étage est encore plus sombre. Le parquet est gondolé, grince, suinte. Il est infesté de puces et de punaises. À mesure qu'ils avancent dans le nouveau couloir, les poutres dégueulent des lassos de poussière sur leurs robes et vestons, et les portes des chambres, ici, ressemblent à s'y méprendre à celles de prison. D'ailleurs, à peine sont-ils arrivés à ce dernier étage qu'une cacophonie ébranle tout l'étage. Les patients, derrière la porte, hurlent, frappent contre leur porte, griffent. Après les événements de la morgue, la tension est très forte et les cœurs de nos enquêteurs ne peuvent que s'emballer. Tout ça est très oppressant. Que le Seigneur prenne en peine les âmes de ces pauvres gens, dit Henri-Joseph Rochereau. L'évocation de l'Alsace fait tiquer Madame Claude et elle décide de ne pas endormir sa méfiance de suite envers ce bon docteur aussi agréable soit-il. « Depuis quand exercez-vous ici, mon cher ?» Puis, en regardant tout autour d'elle et observant l'état de délabrement de cette bâtisse, elle reprend. « Cet établissement a-t-il toujours été aussi proche de s'effondrer ?» Elle réprime quelques frissons d'angoisse à l'écoute de cette funeste cacophonie. « J'ai été affecté ici après la guerre, madame. Voyez-vous, les hommes de Paris refusent les patients les plus atteints. Ils décident souvent de les interner en province. » Il marque un temps, regarde autour de lui et reprend. « Ce n'est pas un endroit charmant et incapable d'accueillir d'aussi gens d'âme. Cependant, croyez-moi, il n'est pas le plus effrayant du pays. » Il sourit et continue sa marche. Après sa réponse à Madame Claude, le père Henri-Joseph Rochereau l'interroge à nouveau. « Quel genre de traitement appliquez-vous à vos patients, docteur ?»« Oh, vous savez, la plupart de nos patients sont des vétérans de guerre. Les traumatismes ne se soignent pas avec des médicaments. Ici, nous les traitons comme des membres d'une même famille. Nous écoutons leur angoisse, nous écoutons leurs cauchemars. Nous ne les prenons pas pour des fous, mais pour des mutilés, de grands blessés. » Andrew se retourne vers Peter et lui glisse discrètement. « Cet établissement est moins propre qu'une étable dans les Highlands. Ils espèrent vraiment soigner quelqu'un dans ces conditions. » À cet instant, une porte d'une chambre réservée au personnel s'ouvre. En sort une jolie jeune femme, petite, rayonnante, une sœur. Son visage est angélique et son sourire extrêmement contagieux. D'ailleurs, à peine les a-t-elle vus qu'elle leur adresse un immense et généreux sourire. « Ah, voilà sœur Marie-Hélène. Ma sœur, voici les enquêteurs de Paris dont je vous parlais ce matin. » Puis l'homme se tourne rapidement et semble marquer un léger temps lorsqu'il eut aperçu la nuque de monsieur de Jonzac. « Bonjour, bonjour cher monsieur, bonjour chère madame, » dit la jeune femme, vraisemblablement impressionnée. « Vous venez voir Marie ?»« C'est exact, ma sœur, » répond gentiment Henri-Joseph Rochereau. « Comment se porte-t-elle ? Que pouvez-vous nous dire de son comportement ?»« Elle est fatiguée, mon père. Vous savez, mais elle est interrompue par l'homme, qui, tout en nettoyant ses lunettes, reprend. « Ma chère sœur, nous allons procéder à l'interview de mademoiselle Desmoulins ensemble. Laissons à ces honnêtes et intelligents enquêteurs le soin de constater par eux-mêmes la psyché de la jeune fille. Afin d'assurer votre sécurité et celle de mademoiselle Desmoulins, seuls 2 d'entre vous seront autorisés à rentrer avec ma sœur et moi-même dans la chambre. Du café et des petits gâteaux sont disponibles pour les autres au rez-de-chaussée. » Puis il rendosse ses lunettes et sourit. « Notre sécurité ? Ne serions-nous pas plus en sécurité si nous allions tous ? Quel est ce nouveau protocole ?» reprend le père Henri-Joseph Rochereau. Le docteur sourit et tapote une nouvelle fois sur la redingote du prêtre. « J'ai ouï dire de votre altercation à la morgue ce matin. Croyez-moi, lorsqu'il s'agira de votre sécurité, il vaut mieux que je m'en charge. »
Après avoir entendu cette dernière remarque, Pierre-André de Jonzac, irrité, reprend. « Monsieur, nous ne sommes pas venus ici pour boire du café et manger des petits gâteaux. Je préfère fréquenter le club pour cela. Nous parlons ici d'une affaire criminelle et non pas des arts de la table. Conduisez-nous tous à la petite Marie, je vous prie, et dès à présent. » Le docteur sourit, plus manifestement. « Il semblerait que vous soyez coutumier des altercations. Tant pis. Sœur Marie-Hélène, veuillez raccompagner ces gens jusqu'à leur voiture, s'il vous plaît. » Plus bas, et à l'attention de ses compagnons, et sans doute pour désamorcer la situation, Andrew reprend. « Ne perdons pas vue qu'elle n'est qu'une enfant. Ne l'intimidons pas plus que nécessaire. Nous avons eu assez d'ennuis comme cela. Je vois que les nouvelles vont vite, très vite dans votre profession, reprend le père Henri-Joseph Rochereau. J'ai l'impression également que le titre de docteur fait oublier tout semblant de respect de la hiérarchie et des fonctions de chacun. » Le docteur, qui a manifestement entendu les mots de l'Écossais, lui répond. « Votre ami semble plus au fait de la psyché humaine que ne l'est le père Rochereau. » Il rigole, s'allume une cigarette. « En toute camaraderie, mon père. » Puis, au mot du père Rochereau, le docteur change littéralement d'attitude. « Bien, je n'ai guère le temps pour ces chamailleries, ni pour que mon titre de docteur soit discuté par un homme d'église. Bonne journée, messieurs. » Et il fait demi-tour dans l'escalier. « C'est insensé, cette histoire !» reprend monsieur de Jonzac. « Mon père, n'avons-nous pas toute l'attitude pour enquêter sur cette affaire ? Allons-nous nous laisser mener par ce médecin de campagne ? Nous avons perdu assez de temps comme cela. » La sœur, gênée, reprend après avoir avalé durement sa salive. « Veuillez me suivre, messieurs, dames. Je vous raccompagne à vos voitures. » N'ayant pas envie d'être venue jusqu'ici pour rien, Madame Claude tente son numéro de charme habituel. « Attendez un instant, je vous prie. Docteur, pardonnez tout cela, mais nous sommes tous un peu tendus par notre visite peu amicale de la morgue ce matin. Peut-être qu'Andrew et moi-même pourrions vous accompagner jusqu'à la chambre de Marie ?» Pendant ce temps-là, Andrew McEwans bombe le torse, dévoilant sa forte carrure, et pousse un coup de gueule tonitruant envers ses compagnons. « Ça suffit, vous deux! Vous nous compliquez inutilement la tâche !» Le docteur avait commencé à siffler dans l'escalier, un air très enjoué d'ailleurs, mais sous les mots charmants de Madame Claude, il s'arrête, sort de sa poche une montre à gousset, l'observe un moment et se retourne. « Bien, je comprends. D'ailleurs, votre ami parisien, bien que déjanté, m'avait prévenu de certains caractères sanguins. Je n'ai pas été à la hauteur de vos dernières péripéties. » Le prêtre ravale sa colère suite aux mots d'Andrew. Inutile de s'emporter. Il ignore la dernière réflexion du docteur et se tourne vers la sœur pour lui demander calmement et d'une voix douce « Ma sœur, disposez-vous d'un téléphone ici, je vous prie. »« Bien sûr, mon père, » reprend-elle. Elle rougit. Sans l'ombre d'un doute, elle semble très impressionnée par le statut du prêtre. Elle regarde le docteur qui lui fait un signe de tête. « Juste ici, suivez-moi, » reprend-elle en désignant la chambre de service du personnel. « Fort bien, reprenons depuis le début. Quels sont les heureux élus qui nous accompagneront dans la chambre de Mademoiselle Desmoulins, dès lors ?» Pour sa part, excédé, Pierre-André de Jonzac quitte les lieux en voyant qu'il ne peut pas céder en disant assez fortement « Vous vous croyez le petit maître ici, docteur, mais vous n'êtes rien. Un simple pion dont je peux mettre fin à la carrière en un claquement de doigts. Vous regretterez votre attitude de tyran, croyez-moi. » Et il sort en descendant les escaliers à toute allure. « Je vous suis, ma sœur, » reprend le prêtre, et il laisse ses collègues aller voir la petite, avec ce cher docteur. Andrew et Madame Claude se regardent, hochent la tête, tout en jetant un regard inquiet à Monsieur de Jonzac. « Nous vous suivons, docteur, » reprend-il. Tandis que, furieux, Monsieur de Jonzac dévale les escaliers vers la sortie, tout en continuant de se gratter frénétiquement cette maudite nuque. Quelle poisse d'ailleurs, quel enfer! Il bouscule assez violemment un homme au niveau du premier étage, toujours dans l'escalier. Dans ses pensées, lui dans les siennes, le choc est assez violent. Bien charpenté, Monsieur de Jonzac ne fait que basculer légèrement contre le mur, tandis que l'homme, lui, tombe à terre. Il s'agit d'un officier de police manifestement maladroit, qui se lève en bafouillant. « Pardon, monsieur, je vous avais pas vu. » Dans la cohue, l'homme a laissé tomber un télégramme sur le sol. Inquiet et lui-même angoissé par la situation, Jean-Emmanuel Pierre emboîte le pas à Pierre-André de Jonzac et se retrouve nez à nez, lui aussi, dans l'escalier, avec l'officier de police. Le choc a fait reprendre ses esprits à Monsieur de Jonzac. Il dit, tel l'homme de belle tenue qu'il est, « Toutes mes excuses, mon brave homme. J'étais perdu dans mes pensées et je ne vous ai pas entendu arriver. J'espère qu'il n'y a pas de mal. » Et il ramasse d'abord le télégramme en essayant d'y jeter un coup d'œil, puis il tend une main pour aider l'homme à se relever. Sur le télégramme, il est écrit « Gardez le niveau -1,
fermez les portes. »« Pas de problème, monsieur. Je suis bien désolé, j'avais la tête ailleurs. » Puis, lorsqu'il aperçoit monsieur de Jonzac, enfin, il semble prendre conscience de quelque chose. Il glousse, tousse et rougit. « Désolé du dérangement, monsieur. » Et il s'échappe de la situation, mais, décidément maladroit, il bouscule Pierre-Emmanuel, s'excuse à nouveau et disparaît dans l'escalier, en direction du dernier étage. Au dernier étage, justement, nos enquêteurs restés avec le docteur et la sœur se dirigent ensemble vers la chambre la plus éloignée au nord du couloir. L'air y devient d'ailleurs de plus en plus froid. Très vite, la sœur les rejoint. Elle a laissé le père Rochereau seul dans la pièce du personnel. « Bien, ne soyez pas trop déçus. Mademoiselle Desmoulins n'est que très peu bavarde. » Puis le docteur fait un signe de tête à sœur Marie-Hélène qui, en sortant un immense trousseau, finit par ouvrir la chambre, qui claque. La chambre est vétuste, il y fait très froid. Une large croix surplombe le lit de la petite. Marie est là, assise sur le sol, dos aux enquêteurs. Elle chantonne une vieille chanson tout en observant sa boîte à musique. Mon père n'avait fil que moué, le vieux y voyait bien que la vieille voyait rien. Mon père n'avait fille que moué, mais le vieux y voyait bien que la vieille voyait rien, chantonne-t-elle. En prenant sa voix la plus douce, Madame Claude chaleureusement s'adresse à Marie. « Bonjour Marie, je m'appelle Madame Claude et je suis venue voir comment tu te sentais aujourd'hui. Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici ? Est-ce que tu te rappelles la dernière nuit que tu as passée chez toi ?» Et en aparté, pour le docteur et la sœur, elle fait des crises la nuit, c'est ça ? Avant que le docteur n'ait le temps de répondre, la petite fille cesse de chantonner, semble se recoiffer lentement, range sa boîte à musique sur sa table de chevet, se retourne. Son visage est pâle, amaigri, elle semble très fatiguée et de larges cernes lui creusent le visage. Puis elle reprend, en allemand. « Moi, je sais que ce n'étaient pas des traîtres. » Puis elle rigole. « Mais vous en avez vu un dans votre groupe de traîtres ?» Et elle rigole à nouveau. Puis, elle s'approche de sœur Marie-Hélène et lui murmure longuement à l'oreille. La sœur reprend. Marie demande si monsieur est américain. Madame Claude, lorsque la petite fille s'est retournée, se retrouve figée, glacée par son regard. « Je suis originaire d'Écosse. » Pourquoi la petite s'exprime-t-elle en allemand ? Où a-t-elle appris à le parler ? Demande Andrew, inquiet. Puis la petite reprend, vers Madame Claude, et toujours en allemand. « Sei doch bitte wieder gut, Fraulein. Es ist wie es ist. » Lorsqu'Andrew s'exprime, la petite fille sourit et s'assoit sur son lit en sifflant et en balançant ses petits pieds dans le vide. La sœur reprend. « Je ne savais pas qu'elle en était capable. Où as-tu appris à parler allemand, ma belle ?» La sœur s'assoit à ses côtés, caresse ses cheveux. « Hein ? Dis-moi, mon ange. » Mais la petite ne répond pas, se met à siffler et continue à faire balancer ses petits pieds dans le vide. Puis, enfin, elle plonge son regard dans les yeux d'Andrew et dit en français « Pendant la guerre, j'ai appris pendant la guerre, là où les hommes sont devenus des monstres, là où ils ont creusé la terre jusqu'aux portes du diable, là où certains hommes se sont nourris de la chair de leurs frères, comme vous. » Écran noir. Eh bien, il semblerait que la petite Marie Desmoulins ait bien des choses à nous dire. Ça tombe bien, nous n'avons qu'une hâte, c'est de l'écouter. Les fous ont un charme tout particulier dans notre pièce, vous ne trouvez pas ? Allez, gardons un peu de cette folie pour plus tard. Le temps pour nous de démêler le faux du vrai, les indices des fausses pistes et les égos des manteaux de chair. À la semaine prochaine, les amis. Et d'ici là, bien sûr, prenez bien soin de vous. Et que l'horreur commence.